Bonjour. Donc comme je le dis dans le petit billet qui précède cette vidéo, hier soir j'ai vu passer le train de satellite d'Elon Musk. Alors, c'est quand même impressionnant. Il faut dire ce qui est. Quand ça arrive et que ça passe au-dessus de vous, bon, on n'avait jamais vu ça. Hein, on n'avait jamais vu ça. Alors, oui, c'est un coup de pub extraordinaire. Et donc on se dit quand même, voilà. Et ça m'a fait réfléchir et je me suis demandé, finalement, cet homme, est-ce qu'il est lucide? Est-ce que ce qu'il fait, est-ce que vraiment il a conscience de tout ce qu'il fait, de ce que ça représente, des potentialités qu'il y a autour de ça? Et je me suis posé la question de la lucidité en règle générale. Je me suis dit, bon, quand est-on lucide, comment est-on lucide, etc. Et je suis arrivé à la conclusion suivante, donc il y aurait, il me semble, deux lucidités, une lucidité dans l'absolu, c'est-à-dire une lucidité qui permettrait d'imaginer dans l'absolu ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Puisque la lucidité, c'est la réalité, c'est-à-dire c'est la conscience. Donc c'est la perception de ce qui se passe ou de ce qui pourrait se passer. Donc la conscience de la réalité. Alors, donc la lucidité dans l'absolu, c'est avoir en fait une imagination qui fonctionne clairement et qui vous permette d'avoir les conséquences de vos précisions, de vos prédictions. Ça veut dire que de vos prévisions, pardon. Donc ça veut dire que premièrement, il faut avoir une machine à prévoir dans une tête, un imaginaire bien construit, qui vous permet de prévoir des choses qui sont réalisables, et il faut ensuite que votre lucidité, votre conscience soit capable d'imaginer tout ce qui va se passer à partir de votre imagination, de conceptualiser, et puis d'avoir donc une lucidité du futur. Ce qui évidemment suppose que vous ayez une lucidité du présent et une lucidité du passé. C'est-à-dire que vous puissiez appréhender ce qui s'est passé, en avoir la vraie conscience, être absolument conscient de ce qui se passe au présent, ce qui vous permettrait d'avoir conscience de l'avenir. C'est assez compliqué, cette lucidité. Alors, quand est-on lucide par rapport à ce que l'on peut faire ou à ce que l'on pense que l'on peut faire, et ensuite, quand est-on lucide? Quand on a conscience de ce qu'en réalité on va pouvoir faire pour de vrai. C'est-à-dire, en réalité, c'est qu'est-ce qu'on vaut? Est-ce que ce que je pense, je suis capable de le réaliser, ou est-ce que je ne suis pas capable de le réaliser? Où est ma lucidité? C'est le vrai problème. On revient à Socrate, connais-toi toi-même. C'est le problème de fond. Alors la question qui aujourd'hui se pose, là, maintenant, pendant qu'on parle ensemble, c'est: est-ce que la lucidité de groupe existe? Parce que c'est ça la vraie question qui nous attend. Parce qu'aujourd'hui, notre groupe est dans une impasse évidente. Est-ce que ce groupe va avoir la lucidité, d'une part, d'analyser son passé, pourquoi je suis dans cette impasse, nous sommes dans cette impasse, ensuite, analyser son présent, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui nous arrive, quel est le problème, et ensuite projeter avec lucidité un avenir possible. Alors on nous dit, jusqu'à présent, la seule organisation sociale qui a une certaine lucidité, c'est la démocratie. Parce que le peuple, alors ça c'est le peuple, vous savez ce que j'en pense, hein, c'est quelque chose, c'est un joli mot, mais pour moi c'est une abstraction. Donc, mais en gros, la pensée collective, on pourrait appeler ça comme ça, est lucide si on la laisse s'exprimer, parce que ça n'est que la meilleure pensée qui voit le jour. Alors vous savez, de la même manière que les économistes ont fini par dire que le marché n'était pas la meilleure solution. Pourquoi? Parce que les informations n'étaient pas égales. C'est-à-dire que dans un marché, pour qu'il fonctionne, c'est-à-dire pour que celui qui achète ou celui qui vend se mettent d'accord sur un vrai prix ou sur une vraie nécessité, il faut que les deux aient les mêmes informations. C'est la règle du marché. Et
ceux qui critiquent le marché disent « oui, mais il n'y a jamais la même information, donc le marché n'est pas bon ». Ceux qui sont pour le marché disent « oui, il n'y a jamais la même information, le marché n'est pas bon, mais il se rectifie tout seul quand il se trompe ». Alors la démocratie, c'est pareil. On nous dit la démocratie, c'est la meilleure solution parce que c'est toujours la meilleure, c'est la plus lucide à laquelle finalement la démocratie adhère. Et à ça, on est obligé de répondre oui, d'accord. Mais pour que la démocratie prenne la meilleure solution, encore faut-il que chacun de ceux qui votent ait les mêmes informations. C'est exactement comme pour le marché. Il faut que les informations soient égales. Il est probable, dans l'absolu, que si tout le monde avait les mêmes informations, effectivement, la démocratie fonctionnerait. Mais ça n'est pas du tout le cas. Non seulement ça n'est pas le cas, mais je dirais que les hommes politiques sont bien plus malhonnêtes que les hommes d'affaires. Parce que les hommes politiques mentent systématiquement, et non seulement ils mentent systématiquement, donc ils désinforment, mais en plus, c'est plus que toléré, c'est la solution. Tous ceux qui rentrent en politique pour raconter une histoire, celle qui les arrange. C'est un peu différent dans le monde des affaires, dans le monde de l'économie, parce que dans le monde de l'économie, il y a une sanction. C'est-à-dire que si vous racontez des histoires, imaginons que vous trichez avec vos clients, c'est-à-dire que vous leur vendez quelque chose 3 fois trop cher, vous donnez raison à ceux qui prétendent que le marché n'est pas la bonne solution, mais les clients, eux, ils vont s'en apercevoir et assez rapidement, on n'en aurait plus. Tandis qu'en politique, non. Alors la vraie question, c'est, est-ce que dans le monde actuel, parce que c'est ça le problème des politiques, dans le monde actuel, où l'information galope à une vitesse spectaculaire, d'où le train des satellites de Elon Musk, qui lui fait ce train de satellites, envisage de couvrir le ciel de ces satellites exclusivement pour que l'information soit instantanée à tous les endroits de la planète. C'est-à-dire qu'au plus fin fond de l'Amazonie, avec un téléphone portable, vous aurez immédiatement toutes les informations, y compris les fake news. Mais enfin, à vous de vous faire une idée. Donc, la rapidité d'information rebat les cartes de la politique comme elle a rebattu les cartes de l'économie depuis déjà assez longtemps. Alors, est-ce que ça va nous permettre d'être lucides? Est-ce que les consommateurs sont lucides? Est-ce que les consommateurs sont devenus lucides? Pas impossible ça. C'est pas impossible. Parce qu'on voit ce confinement. On voit ce confinement et on voit les conséquences de ce confinement. Beaucoup de gens se disent, mais oh là là, ça fait 1 mois et demi que je ne travaille plus là, mais c'est pas plus mal, hein. Ah, finalement, alors, vous direz bien sûr, il y a 1 mois et demi qu'un certain nombre de gens ne travaillent plus. Mais il y en a 1 mois et demi qu'il y en a qui travaillent comme des fous. C'est-à-dire qu'à savoir que pour qu'il y en ait qui ne travaillent pas, il faut qu'il y en ait qui travaillent davantage. Donc il y a quelques corporations qui sont, je dirais, au charbon maximum. Mais la majorité ne travaille pas beaucoup. Donc la majorité se dit, ah, mais je pourrais consommer moins. En fait, c'est ça en gros. Hein. Si je consommais moins, je travaillerais moins. Donc, c'est une vision assez lucide de la situation. Donc ça devrait déboucher sur, bon bah, j'ai besoin de moins de choses, donc j'ai besoin de moins de crédit, donc je peux vivre plus simplement. C'est pas impossible que ça reste. Alors, ça serait la lucidité du marché. Et donc les entrepreneurs à ce moment-là vont dire, ben, j'ai peut-être pas besoin de fabriquer 2000 logements par an. Hein, avec 200 ou 300, ça suffira. Et puis j'ai pas besoin de fabriquer des millions de voitures par an. Avec 1/3, ça suffira, etc. Donc c'est possible que cette lucidité s'empare du marché. Et que le marché devienne quelque chose de raisonnable, de lucide. Alors pour la politique, est-ce qu'il peut arriver la même chose? Est-ce que les politiques sont susceptibles, est-ce que la politique est susceptible de redevenir ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire pas grand-chose? Parce que le pouvoir, c'est pas utile. Il n'y a pas besoin, vous n'avez pas besoin que votre voisin ait le pouvoir. Vous avez simplement besoin de votre pouvoir sur vous-même, ça c'est important, c'est la moindre des choses, parce que si vous ne prenez pas le pouvoir sur vous-même, si vous abandonnez le pouvoir, ça veut dire que vous devenez alcoolique, drogué, peu importe, dépendant de quoi que ce soit, d'une substance
ou d'un autre individu. Mais si vous ne prenez pas le pouvoir sur vous, vous êtes dépendant fatalement, ou de quelque chose ou de quelqu'un. Donc, prendre le pouvoir sur soi, c'est la première des choses. Puis ensuite, le pouvoir global n'a pas d'utilité. Il n'a d'utilité que pour affronter des guerres. Enfin, des guerres, il suffit de ne pas les déclarer, il n'y a pas besoin d'en faire. Hein. Alors ensuite, bon, pour affronter des catastrophes, oui, il peut être nécessaire quelquefois de se regrouper, mais c'est assez rare. Donc le pouvoir n'est pas indispensable. À partir du moment où on comprend que le pouvoir n'est pas indispensable, la politique est ramenée à une activité décente qui n'a pas à avoir la prétention d'envahir la totalité de notre vie. On retombe donc sur des bases tout à fait simples. La lucidité, c'est quoi? La lucidité, c'est d'accepter que la politique, c'est relative, que le marché, ça doit être raisonnable, que la liberté individuelle, c'est quand même l'idéal, et que le regroupement nécessaire, pour certains cas particuliers où on a besoin de s'entraider, est absolument indispensable. Et que pour tout ça, il n'y a pas besoin de donner aveuglément le pouvoir à quelqu'un. Voilà la lucidité. Alors est-ce que cette lucidité, nous allons la voir? Qu'est-ce qui va se passer? Alors parce que là, la question se pose. Faillite. Bon, faillite, on sait pourquoi. On sait que la faillite vient du fait que certains privilégiés, par leur statut, non pas... Alors, on va dire certainement dans les mois qui viennent beaucoup de mal des fonctionnaires. Je pense qu'il faut sortir de son idée que le fonctionnaire est un homme. Il faut comprendre que le fonctionnaire, c'est un système structurel. C'est-à-dire que n'importe qui peut être fonctionnaire. Des gens de bonne qualité, des gens de moins bonne qualité, des gens gentils, des gens méchants, des escrocs, des honnêtes. Tout le monde peut être fonctionnaire, il suffit de rentrer dans la fonction publique. Alors, c'est ce statut de fonction publique qui a deux inconvénients. Le premier, c'est un statut qui n'est pas fait pour décider. Et le deuxième, c'est un statut qui a tendance à générer la bureaucratie. Et la bureaucratie, c'est envahissant. Et au bout d'un moment, on étouffe. C'est un petit peu comme un jardin où vous laissez pousser les mauvaises herbes. Donc, les mauvaises herbes sont mauvaises pour le jardin. Elles ne sont pas mauvaises dans l'absolu au niveau de l'univers. Bien, on est bien d'accord. Donc, si vous voulez, la fonction publique, les fonctionnaires, on emploiera certainement très souvent ce mot fonctionnaire, ne désigne pas un individu. Hein, ça désigne une structure. Donc cette structure des fonctionnaires a prélevé accidentellement, parce qu'elle est devenue puissante alors qu'elle n'avait pas la capacité de décider, elle s'est mise à faire des frais énormes, elle a prélevé plus qu'il ne fallait sur le travail des individus, lesquels ont dû travailler de plus en plus, et aujourd'hui on est au point de rupture où ça ne vaut plus le coup de travailler, parce que c'est beaucoup trop payé, il faut payer beaucoup trop cher le droit de travailler, et tout ça pour le bénéfice de ce statut de fonctionnaire où certains, comme je l'ai dit dans un billet, cela coule douce. Bon. Donc là, on est au point de rupture. Ça va casser à la rentrée, enfin là maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Alors qu'est-ce qui va se passer? Essayons de regarder avec lucidité. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il faudrait voir à régler la cause pour supprimer les effets. Donc pour ça, il faut supprimer le statut, la structure du fonctionnariat. C'est probablement pas ce qui va arriver. Parce que je pense qu'il n'y a pas de lucidité collective sur l'analyse de ce qui se passe. Et donc je crois que la probabilité, c'est qu'on voit arriver des gens qui auront la prétention de faire la même chose que les fonctionnaires, c'est-à-dire envahir votre vie et prendre le pouvoir sur vous, mais sans fonctionnaire, c'est-à-dire sans technicien, c'est-à-dire comme ça, au fil de l'épée. Ça s'appelle le Front National, ou ça s'appelle Mélenchon, je ne sais plus comment ça s'appelle, les Insoumis. Voilà. Alors ça, c'est la même chose que les fonctionnaires, mais en moins structuré, moins organisé, et plus dangereux parce que plus affectif, et sans doute violent. Voilà où on en est. Donc, on aura certainement à reparler de ce mot de lucidité, et puis aussi du train de satellite d'Elon Musk, probablement. Je vous souhaite un bon dimanche. À bientôt. Au revoir.